Imaginez un instant. Chaque euro, chaque dollar dépensé par la diaspora noire cesse de nourrir des empires extérieurs pour construire enfin le nôtre. Visualisez cette scène. Une mère à Paris, un jeune entrepreneur à Londres, une grand-mère à New York, un étudiant à Dakar, chacun décidant, le même jour, d'orienter ses dépenses vers des entreprises noires, d'investir dans des projets agricoles africains, d'envoyer son argent non plus vers des géants étrangers, mais vers des initiatives locales ou continentales. Imaginez l'impact si cela devenait une habitude, une nouvelle tradition, une règle générationnelle. Pourquoi, génération après génération, des milliards s'envolent chaque année de mains noires pour enrichir des économies qui ne nous appartiennent pas? Pourquoi, alors même que nous sommes à l'origine des rythmes, des modes, des saveurs, des matières premières, sommes-nous absents de la table où se partagent les profits? Comment expliquer que, malgré la profusion d'or, de pétrole, de cobalt, de lithium et de terres fertiles en Afrique, ce ne soit jamais à jamais nos peuples qui profitent, en premier, de cette vaste richesse? Prenons des exemples concrets. Au Nigeria, le pétrole coule à flot, mais les compagnies étrangères contrôlent l'extraction et l'exportation. Au Ghana, l'or brille, mais les plus grands bijoutiers du monde se trouvent à Londres, à Dubaï, à Anvers. En RDC, les mines de cobalt alimentent la révolution numérique mondiale, mais ce sont des multinationales asiatiques et européennes qui fixent les prix, organisent la logistique et engrangent les bénéfices. Les terres fertiles du Burkina Faso ou de l'Éthiopie produisent non du coton, du café, du cacao, mais les fermiers locaux survivent à peine, pendant que les grandes marques occidentales affichent des marges records. La diaspora noire, où qu'elle soit sur la planète, reste principalement consommatrice. Nous achetons, nous investissons, mais nous possédons rarement les systèmes qui captent la valeur de notre travail, de notre créativité et de notre culture. Chaque année, des milliards s'évaporent dans la musique, le sport, le cinéma ou la mode, des secteurs que nous faisons vibrer, mais dont d'autres possèdent les clés. Prenez la musique. Du jazz au hip-hop, chaque révolution noire a généré des milliards, pour des maisons de disques étrangères, bien loin du Bronx ou de la Nouvelle-Orléans. Le sport, des milliers d'athlètes noirs soulèvent les foules, mais les clubs, les droits, les stades restent aux mains d'autres. Mode, technologie, art, la créativité noire propulse le monde, mais la richesse et la propriété échappent aux descendants de ceux qui ont tout inventé. Par exemple, dans l'industrie du basket américain, la NBA, la majorité des joueurs sont afro-descendants. Pourtant, le conseil d'administration, les propriétaires de clubs, les sponsors majeurs, sont presque exclusivement blancs ou asiatiques. Les joueurs deviennent multimillionnaires, mais les franchises, valorisées à plusieurs milliards, changent de main sans jamais intégrer la diaspora noire comme décideuse. La musique afrobeat envahit les ondes mondiales, mais les plateformes de diffusion, les majors, les studios d'enregistrement appartiennent à des conglomérats dont les sièges sont à New York ou à Los Angeles. Pendant que la planète s'enrichit grâce à nos apports, nos quartiers et nos villages sont maintenus dans la précarité. Les systèmes financiers mondiaux sont conçus pour nous tenir à distance de la propriété réelle. Nous avons des emplois, mais rarement la terre, les banques, les usines ou les plateformes technologiques qui fabriquent pour la vraie richesse. D'une génération à l'autre, l'espoir d'un avenir meilleur s'éloigne, car la richesse que nous produisons disparaît pour bâtir la puissance des autres. Regardez le cas de la Silicon Valley. Des milliers de brevets, d'innovations, de start-up doivent leur succès à des ingénieurs, créateurs, codeurs, designers noirs. Pourtant, la part de la diaspora dans la propriété des entreprises du secteur technologique reste infime. Les bénéfices, la capitalisation boursière, les dividendes s'envolent ailleurs. Même schéma dans la mode, les tissus wax, le pagne, les styles inspirés d'Afrique s'arrachent dans les capitales occidentales, mais les créateurs africains, eux, peinent à financer une production locale à grande échelle. Si rien ne change, que restera-t-il à nos enfants? Des dettes, la pauvreté et cette sensation d'impuissance face à un système qui exploite notre génie sans jamais nous reconnaître comme propriétaires. Notre culture, notre sueur, nos ressources continueront d'enrichir d'autres peuples, pendant que nous luttons simplement pour transmettre un peu de dignité ou de sécurité. Imaginez un enfant à Cotonou ou à Atlanta rêvant de devenir ingénieur ou styliste, mais se heurtant à l'absence de financement, de mentor, de marché où son identité ne soit pas un frein, mais une force. Ce n'est pas un hasard, mais une conséquence directe de l'organisation du système économique mondial. Qu'est-ce qui, aujourd'hui encore, nous empêche de reprendre notre sort économique en main? Qu'est-ce qui bloque la construction d'un empire à la mesure de nos rêves et de notre héritage? Pour comprendre ce verrouillage, il faut remonter à la racine. Comment l'histoire, l'économie et la géopolitique ont façonné notre dépendance. C'est là que commence le vrai combat.
Depuis plus de 400 ans, le même piège se referme sans relâche. Des millions de travailleurs et de créateurs noirs, innovants mais toujours sans titre de propriété. À travers les siècles, l'Afrique et sa diaspora ont alimenté le monde en richesses et en idées, mais sont restés exclus du droit de posséder le fruit de leur labeur. L'esclavage a arraché la liberté et le travail de générations entières. Puis la colonisation a transformé les terres et les ressources africaines en matières premières, enrichissant d'autres continents. Même après les indépendances, le schéma persiste. Le pétrole nigérian, l'or ghanéen, le cobalt congolais, le lithium zimbabwéen et des millions d'hectares de terres agricoles continuent de nourrir la planète, mais les profits s'envolent toujours ailleurs. Regardons l'exemple du cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire produit plus de 40% du cacao mondial. Pourtant, sur chaque tablette de chocolat vendue à 10 € en Europe, à peine 20 centimes reviennent aux producteurs ivoiriens. Le reste alimente les chaînes de transformation, le marketing, la distribution, tous contrôlés par des multinationales suisses, américaines, françaises. Même logique pour le café éthiopien, le coltan congolais ou le coton burkinabé. Prenons un exemple historique. La révolution industrielle en Europe n'aurait jamais eu lieu sans les matières premières africaines et la force de travail noire des Amériques. Les ports de Liverpool, Bordeaux, Lisbonne, Amsterdam se sont construits grâce au commerce triangulaire et à la traite négrière. La richesse accumulée a permis l'essor des banques, des manufactures, des universités occidentales. Pendant ce temps, l'Afrique et la diaspora restaient de dépossédés, exclus du capital et du savoir accumulé. Aujourd'hui, le schéma a changé d'apparence, mais pas de fond. Les systèmes financiers mondiaux ont été bâtis pour nous inclure en tant que consommateurs, jamais comme investisseurs majeurs. On nous ouvre des comptes, on nous prête de l'argent, mais l'accès à la propriété d'entreprises, de terres ou au levier de décision reste verrouillé par une élite qui ne nous ressemble pas. Les critères de crédit, les garanties exigées, la structure des marchés, tout est pensé pour maintenir la dépendance et empêcher l'accumulation de capital autonome. C'est une règle ancienne. L'Afrique et sa diaspora doivent produire, pas posséder. Travailler, oui, décider, non. Tant que ce modèle subsiste, nos enfants resteront condamnés à mendier une reconnaissance symbolique sans jamais accéder à la véritable souveraineté ni à la prospérité qu'ils méritent. Mais cette règle n'est pas immuable. Il existe un chemin pour reprendre le contrôle de notre richesse collective. Regardons l'exemple des communautés asiatiques aux États-Unis ou des diasporas juives et arméniennes. Elles ont bâti par la solidarité économique des réseaux bancaires, commerciaux, éducatifs puissants. Leur force ? Investir ensemble, posséder ensemble, organiser la circulation de la richesse au sein de la communauté avant qu'elle ne s'évapore vers l'extérieur. Pourquoi ne pas nous inspirer de ces modèles, tout en y ajoutant notre génie propre ? Le dollar noir ne désigne pas simplement une monnaie étrangère. Il incarne un système global, une mentalité héritée, un filet invisible qui nous enserre et dicte notre place dans l'économie mondiale. Renverser ce système, c'est affirmer notre droit à écrire enfin notre propre histoire. Aujourd'hui, la richesse noire reste suspendue à des fils invisibles venus de Washington, de Bruxelles ou de Paris. Notre dépendance au dollar, à l'euro et à d'autres devises signifie que nos épargnes, nos investissements, nos rêves sont vulnérables à la moindre secousse venue d'ailleurs. Rappelons le cas de la crise de 2008. La chute de la bourse new-yorkaise a ruiné des millions de familles noires aux États-Unis, détruit des emplois, englouti des retraites, alors même que la communauté n'était pas à l'origine de la crise. Les économies africaines, elles, ont vu le prix de leurs exportations s'effondrer, faute de contrôle sur leur monnaie et leur système financier. Chaque variation de taux, chaque panique boursière, chaque décision d'une banque centrale étrangère suffit à faire chanceler nos familles, nos écoles, nos entreprises. Même lorsque ce sont nos propres ressources qui nourrissent l'économie mondiale, nous restons spectateurs de notre destin. Les banques et institutions occidentales contrôlent l'accès au capital. Elles décident qui peut emprunter, investir, bâtir. Leurs critères sont opaques, leurs priorités étrangères aux nôtres. Faire croître une entreprise noire ou africaine devient un parcours semé d'embûches. Ce manque d'autonomie se retrouve jusque dans les solutions dites d'aide. Quand le FMI ou la Banque mondiale accordent un prêt à un pays africain, ce sont des experts étrangers qui dictent les réformes, imposent des privatisations, exigent l'ouverture des marchés, souvent au détriment de l'agriculture locale ou des industries naissantes. Les bénéfices repartent aussitôt vers le nord, laissant les dettes aux générations futures. La diaspora et l'Afrique ne forment pas encore un front uni. Trop souvent, nous nous observons avec méfiance, nous nous disputons la reconnaissance, nous nous divisons au lieu d'organiser une force commune.
Ce manque d'unité nous fragmente et laisse d'autres tracer notre avenir. Regardez la rivalité entre les diasporas caribéennes et africaines dans certaines villes, ou la compétition entre communautés nigérianes, ghanéennes, sénégalaises en Europe. Cette dispersion affaiblit notre poids économique et politique. Nos investissements s'égarent loin de nos foyers. Par peur, par absence de structures sûres ou faute d'une vision partagée, la diaspora hésite à investir en Afrique. Ainsi, notre argent bâtit d'autres mondes, tandis que notre continent attend toujours son envol. Pourtant, des exemples de réussite existent. La communauté chinoise à Lagos investit massivement dans l'immobilier, la logistique, le commerce, rapatriant chaque année des profits considérables vers la Chine. Pourquoi la diaspora africaine ne ferait-elle pas de même, mais au bénéfice de ses propres peuples? Pire encore, la valeur créée par notre talent, notre sueur, notre créativité, est capturée par ceux qui détiennent le capital et les infrastructures. Des industries entières d'apportées par les Noirs enrichissent des actionnaires invisibles, laissant nos communautés en marge de la prospérité. Ce schéma se vérifie dans le cinéma nigérian, Nollywood. Des millions de spectateurs, des milliers de films. Mais la distribution et la monétisation sont souvent contrôlées par des plateformes étrangères. Tant que nous restons liés à ces systèmes extérieurs, chaque crise ailleurs peut anéantir une génération de progrès chez nous. L'indépendance économique demeure un mirage, une promesse sans cesse repoussée, jamais tenue. Le statu quo peut sembler inévitable, mais une autre voie s'ouvre. Et si, pour la première fois, la diaspora et l'Afrique décidaient d'unir leurs ressources et de bâtir ensemble leur pouvoir économique? Nous avons le choix, rester prisonniers d'un système qui nous appauvrit ou bâtir notre souveraineté. Pour cela, il faut d'abord imaginer une nouvelle manière de circuler et de valoriser notre richesse. Imaginez une secousse planétaire. L'économie mondiale vacille parce que l'Afrique et sa diaspora décident, enfin, de commercer selon leurs propres règles. Ce n'est plus un rêve. C'est un choc tectonique qui trouble déjà les anciennes puissances. Au cœur de cette mutation, une monnaie panafricaine adossée à l'or, au cobalt, au lithium, aux terres agricoles. La devise ne flotte plus dans l'abstrait. Elle s'appuie sur les vraies richesses du continent, incontestables, tangibles. Impossible de nier sa valeur, car elle sera garantie par ce que l'Afrique possède de plus précieux. Imaginez un système où chaque transaction, chaque transfert, chaque crédit repose sur la solidité des ressources africaines et non sur la spéculation d'une bourse lointaine. Dès lors, les investissements de la diaspora prennent une ampleur inédite. Les virements isolés disparaissent au profit de flux massifs, orientés vers les besoins urgents. Ports modernes, usines de transformation, studios de cinéma, hôpitaux d'excellence, universités pionnières, chaque euro noir, chaque dollar envoyé construit une pierre de plus dans un édifice collectif. Un exemple inspirant, la communauté éthiopienne aux États-Unis a collecté des fonds pour financer la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Ce projet, aujourd'hui réalité, offre de l'électricité à des dizaines de millions d'Africains et montre le pouvoir de la mobilisation collective. Ce ne sont plus des initiatives isolées. Ce sont des entreprises culturelles, technologiques, agricoles, créées et détenues par des Noirs, pour les Noirs et le monde. Le capital noir mondial alimente des réseaux d'innovation, d'exportation, de création, un écosystème entier qui s'auto-entretient et s'étend. On peut imaginer une plateforme numérique gérée par la diaspora, permettant d'investir en temps réel dans des projets agricoles au Bénin, des studios de cinéma au Sénégal, des centres de recherche en biomédecine au Rwanda. Au centre, un système bancaire digital, totalement indépendant. Adieu banque traditionnelle et feu vert extérieur. Chaque transaction, chaque investissement circule au sein d'une grande famille économique où la richesse ne fuit plus. Elle circule, fructifie, se transmet. Cette banque pourrait offrir des prêts à taux préférentiels pour des entrepreneurs noirs, financer des bourses d'études, appuyer l'achat collectif de terres ou d'usines. Le monde n'a plus qu'une option, négocier sur de nouvelles bases. Les rapports de force s'inversent. L'influence jusque-là monopolisée doit désormais composer avec une Afrique et une diaspora soudées, stratégiques, prêtes à parler d'égal à égal. Rappelons-nous le cas du cartel de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, dans les années 70. L'union de quelques nations a suffi à renverser des décennies de dépendance et à imposer de nouveaux termes au commerce mondial. Pourquoi ne pas imaginer une OPEP des ressources africaines pilotée par la diaspora ? Ce qui inquiète le plus les anciennes puissances, ce n'est ni la colère ni la revanche. C'est la sophistication de notre organisation, la maîtrise de notre stratégie. Une puissance calme, assumée, qui ne demande plus la permission mais impose le respect.
L'exemple de la Chine qui a su se relever de la domination coloniale en misant sur l'éducation, l'épargne, l'investissement collectif doit nous inspirer. Personne ne croyait à la renaissance chinoise au début du XXe siècle. Pourtant, une stratégie patiente, unifiée, a changé le monde. Le risque est colossal. Réussir, c'est devenir une force économique mondiale, peser sur le destin du monde, offrir dignité, sécurité et prospérité à nos enfants. L'échec, ce serait le retour à l'isolement, à la dépendance, là où d'autres décident pour nous. Mais l'histoire montre que chaque peuple ayant pris en main sa destinée économique a fini par inverser la vapeur. Le Japon, ruiné après la Seconde Guerre mondiale, est devenu une puissance industrielle en une génération grâce à la discipline collective et à l'investissement dans la technologie et l'éducation. Alors, comment franchir le pas? Comment transformer cette vision en réalité concrète, durable et inclusive qui résiste à la première tempête? Mais toute révolution a ses ennemis, ses doutes, ses fragilités internes. Ce rêve collectif peut-il survivre aux pressions, aux divisions et aux pièges tendus de l'extérieur? Devenir propriétaire et non simple client, voilà comment chacun peut agir, investir et changer le destin collectif. Le véritable tournant commence le jour où notre identité cesse d'être un logo pour devenir la signature de notre puissance économique. Il n'est plus question de consommer, mais de posséder. La première étape, créer une monnaie numérique panafricaine solidement adossée à des ressources réelles, or, cobalt, lithium, terres agricoles. Une monnaie indépendante fondée sur la valeur de notre sol et de notre génie et non sur des systèmes extérieurs. Ce bouclier monétaire nous protège de la volatilité imposée par des devises étrangères et permet à la richesse de circuler entre nos mains. Pour y parvenir, il faut une volonté politique forte, une infrastructure technologique sécurisée et surtout la confiance de la population dans ce nouvel instrument. Pour concrétiser ce rêve, il faut bâtir des plateformes d'investissement collectifs. Imaginez des familles de la diaspora acquérant ensemble des parts dans des entreprises, des terres ou des infrastructures africaines. Ce n'est plus une utopie, c'est la chance de transformer le capital noir en une force qui irrigue nos propres territoires, nos industries, nos futurs. Des initiatives existent déjà. Par exemple, des groupes WhatsApp d'investisseurs nigérians aux États-Unis financent des PME au pays, générant des emplois et des retours sur investissement. Aucun empire ne s'est construit sans banque. Aujourd'hui, les banques digitales dirigées par des Africains et la diaspora peuvent offrir des prêts, des services financiers et des investissements internes sans demander la permission à ceux qui nous ont exclus pendant des siècles. Ces institutions deviennent la colonne vertébrale de notre prospérité. Enfin, notre argent travaille pour nous, pas pour d'autres. Mais l'économie ne se réduit pas à des chiffres. Elle vit dans la culture, la technologie, l'agriculture, la science. Soutenir des industries fondées et possédées par des Noirs, c'est transformer notre influence en réelle propriété. Studios de cinéma, plateformes musicales, start-up technologiques, fermes modèles, laboratoires de recherche, réseaux logistiques. Les posséder, c'est contrôler la narration, l'innovation, la valeur ajoutée. Par exemple, en créant une plateforme de streaming musical panafricaine, la diaspora pourrait redistribuer équitablement les revenus aux artistes du continent, tout en offrant une alternative aux géants américains. Tout commence par un basculement mental. Il faut cesser de chercher la validation extérieure pour croire en nos propres talents, nos ressources, notre système. Tant que nous cherchons l'approbation d'un autre, nous restons captifs. La vraie fierté vient de la confiance en soi, pas du regard d'autrui. L'histoire du mouvement Black Wall Street à Tulsa dans les années 20 en est la preuve. Une communauté noire, unie, a bâti une véritable économie parallèle, avec ses banques, ses commerces, ses écoles, avant d'être détruite par la jalousie et la violence extérieure. Tirons-en la leçon. Notre force réside dans l'unité, la résilience, l'innovation. L'étape la plus décisive se joue dans l'éducation. En formant dès l'enfance à l'économie, à l'investissement et à la coopération internationale noire, nous préparons une génération prête à prendre le relais. Il ne suffit plus d'apprendre à travailler, il faut apprendre à bâtir et à s'associer. Dans de nombreux pays asiatiques, l'éducation financière commence très tôt, avec des clubs d'épargne dans les écoles, des jeux de simulation d'entreprise, des cours d'économie appliquée. Reproduisons ces méthodes en les adaptant à nos réalités. Des exemples concrets existent déjà. Des familles qui investissent ensemble dans l'agriculture au Ghana, des jeunes entrepreneurs qui financent des startups au Kenya, des créateurs qui monétisent leurs œuvres dans l'écosystème noir. À chaque initiative, ce sont des parts de souveraineté et de richesse qui sont récupérées, transmises, protégées pour demain.
Regardez l'exemple de la plateforme Andela, fondée au Nigeria. Elle forme des développeurs africains et les connecte à des entreprises du monde entier, tout en gardant la propriété intellectuelle et les revenus sur le continent. Ne pas s'impliquer, c'est risquer de laisser filer la chance historique de bâtir un empire économique. Agir, c'est garantir aux générations à venir une richesse et une dignité indiscutables. Aujourd'hui, nous avons le choix que nos ancêtres n'ont jamais eu. Bâtir, investir et posséder ensemble pour que jamais la richesse noire ne quitte la maison noire. Il ne reste plus qu'un pas décisif à franchir. Individuellement et collectivement, choisir de bâtir notre maison économique commune. Mais même une vision claire ne suffit pas. Il faut la traduire en actions concrètes, pas à pas. C'est cette trajectoire que nous allons tracer ensemble. Quels sont les premiers gestes à poser ? D'abord, identifier autour de soi une ou deux initiatives économiques fondées ou détenues de par des Noirs, commerce, plateforme, PME, coopératives, puis décider de réorienter une partie de ses achats vers ces acteurs. Ensuite, s'informer sur les structures d'investissement collectif existantes, y placer quelques économies, même modestes. Enfin, partager la démarche, convaincre ses proches, organiser des cercles d'investissement, des groupes d'épargne, des fonds solidaires. La liberté véritable ne s'achète pas. Elle se forge pierre après pierre. Ensemble, allons la conquérir. Imaginons un scénario. Une plateforme numérique centralise l'offre et la demande de capitaux noirs à l'échelle mondiale. Un étudiant camerounais peut y chercher un financement pour sa start-up. Une infirmière antillaise peut y investir une centaine d'euros dans une ferme bio au Togo. Un ingénieur sénégalais à Londres peut y trouver des partenaires pour créer une application mobile. En quelques années, le volume des échanges intra-noirs explose, l'emploi local croît, les profits restent dans la communauté. Chaque jour où nous enrichissons des systèmes extérieurs est un jour arraché à notre héritage. Toute dépense faite sans créer ni investir dans notre propre avenir nous éloigne du futur que nous devons à nos enfants. Regardons la vérité en face. Tant que nous disperserons nos forces, que nous investirons ailleurs qu'en nous-mêmes, nous resterons dépendants. Pourtant, il suffit d'un seul choix, d'un seul mouvement collectif, pour inverser le cours de notre histoire. Chaque collaboration, chaque investissement dans notre propre système ajoute une brique à l'empire que nous bâtissons ensemble. Ce n'est plus le temps de se contenter d'envoyer de l'argent par solidarité ou de supplier des banques étrangères. Il est temps de reprendre notre destin en main. Bâtir une économie solide, une monnaie à notre nom, une prospérité que personne ne pourra nous retirer. Prenons l'exemple du Rwanda, qui, en 20 ans, a transformé un pays marqué par la guerre et la pauvreté en une économie dynamique, grâce à l'investissement dans l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat local et une politique de tolérance zéro envers la corruption. Imaginez, toutes les richesses issues de nos terres, de notre créativité, de notre travail, valorisées par nous, pour nous. Imaginez chaque euro, chaque dollar, chaque cedi qui circule entre nous, multipliant nos opportunités, nos emplois, notre influence, au lieu de s'évaporer ailleurs. Imaginez une université d'excellence, financée par la diaspora, formant les ingénieurs, médecins, artistes de demain, qui resteront au service du continent. Ce choix, c'est celui de la propriété. Posséder nos entreprises, nos banques, nos fermes, nos usines, nos plateformes technologiques. Ce n'est pas une utopie lointaine, c'est une urgence pour briser la chaîne de la dépendance. Le temps des spectateurs est révolu. Il est temps d'entrer dans l'arène ensemble, stratégiquement, avec détermination. Ce qui est en jeu, c'est notre dignité, notre pouvoir, notre capacité à transmettre plus qu'une histoire de manque ou de dépendance. C'est la chance de bâtir un héritage, un système où nos richesses sont consolidées, protégées et multipliées par notre propre organisation. Rappelons-nous que la fortune de Rockefeller, Ford ou Rothschild ne s'est pas créée en une nuit, mais par l'accumulation patiente de capital, la transmission intergénérationnelle et la solidarité communautaire. Faisons de même, à notre manière. Ne croyez pas que c'est impossible. Voyez ce que notre diaspora a construit pour d'autres. Des industries musicales, sportives, culturelles, technologiques pesant des milliards, dans des pays où elle n'a jamais été invitée à la table des propriétaires. Imaginez ce que nous pouvons accomplir lorsque ces talents et ces capitaux reviennent vers nos marchés, nos terres, notre unité. Pensez à ce qui se passe quand une star du hip-hop lance sa propre maison de disques, crée des emplois, finance des écoles ou investit dans l'immobilier à Accra ou Abidjan. Aucun raccourci n'existe. La charité ne nous libérera pas. La révolte seule ne nous donnera pas les clés. Il nous faut une stratégie claire, investir entre nous, bâtir nos propres institutions, faire circuler notre argent dans un système qui nous appartient vraiment. C'est ainsi que l'on passe de la dépense à la propriété,
de la dispersion à l'unité. Les communautés qui ont relevé ce défi, comme les Coréens aux États-Unis, ont bâti des quartiers entiers, des banques, des universités, des chaînes de magasins, en à peine 2 générations. Nous devons refuser d'être seulement des consommateurs, des talents à louer, des main-d'œuvre. Nous pouvons devenir les architectes de notre avenir. Ce pouvoir ne sera jamais donné. Il se prend, il se construit action après action. Chaque fois que nous créons une coopérative agricole, une mutuelle de crédit, une start-up, nous bâtissons une brique de plus dans notre maison économique commune. Oui, chaque jour d'inaction est un jour volé à notre héritage, mais chaque pas, même modeste, est un acte fondateur pour l'empire que nous laisserons à nos enfants. La vraie question n'est plus pourquoi eux, mais pourquoi pas nous et pourquoi pas maintenant. Ce chemin n'est pas facile. Il exige volonté, confiance et surtout unité. Mais souvenez-vous, aucun empire n'a résisté à un peuple uni, déterminé à bâtir pour lui-même. C'est à nous de choisir, continuer à nourrir des empires étrangers ou ériger enfin le nôtre. La route vers la liberté réelle commence ici, maintenant, avec chaque choix, chaque euro, chaque collaboration tournée vers notre avenir collectif. Le futur appartient à ceux qui osent le bâtir selon leurs propres règles. Serez-vous de ceux-là ?